Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique pour laquelle Roselyne Bachelot, bonjour, Bonjour Philippe Meyer. A accepté d'être notre invitée et au milieu, et peut-être même seulement au début de la pandémie de Covid-19, nous aimerions, Roselyne Bachelot, examiner avec vous au moins plusieurs sujets, sans compter ceux qui viendront dans le cours de notre conversation pour laquelle sont réunis Nicolas Bavrez, Jean-Louis Bourlange, Béatrice Gibelin et Lucille Schmitt. Quand vous avez quitté le ministère de la Santé, Roselyne Bachelot, il y a une dizaine d'années, vous vouliez mettre sur pied un maillage administratif et sanitaire basé sur un recensement de structures aptes à affronter une épidémie massive, équipées pour cette mission, des frigidaires, des masques, des casaques, etc., et répartis sur le territoire. Ce projet pose deux questions, celui de sa réalisation, ou plutôt de sa non-réalisation, et aussi celui du rôle de l'État dans une période, celle du rôle de l'État dans une période où le jacobinisme est très majoritairement décrié, tandis que la décentralisation est devenue un must ou une idée reçue pour tous les courants politiques. Tous les courants politiques, autre question, ne se sont pas trouvés fort dépourvus quand le Covid est venu. On voit une partie de la droite incarnée dans les médias par le sénateur Retailleau rejoindre l'extrême droite dans une explication complotiste de l'épidémie. La gauche socialiste vire au scientisme et nous appelle à reconnaître, je cite, que nous sommes dépendants de la nature sans pour autant la mythifier, ce qui n'est peut-être pas la chose la plus claire. Les écologistes, assez peu présents, paraissent se trouver dans la position de l'âne de Buridan, ne sachant que choisir entre les menaces lointaines et réelles liées au changement climatique et la menace réelle et immédiate liée à cette pandémie. Depuis 1992 et le sommet de la Terre à Rio, celui où Jacques Chirac a prononcé son fameux « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », le principe de précaution a été inscrit dans le droit d'un grand nombre de pays, dont le nôtre. En droit français, ce principe s'énonce lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Pareille rédaction peut-elle servir de point d'appui à une jurisprudence? La question vaut d'être posée alors que des plaintes sont portées contre les responsables politiques et administratifs accusés d'avoir failli dans la prévention de la pandémie ou dans la lutte contre elle. Roselyne Bachelot, si vous voulez bien, commençons par le premier thème que j'ai évoqué et prenons comme exemple peut-être cette tentative de mettre au point un maillage administratif et sanitaire sur laquelle vous avez quitté le ministère. Roselyne Bachelot. Oui, Philippe Meyer, merci de cette question. Il est évident que la crise que nous traversons a mis en lumière des très graves dysfonctionnements de la gouvernance. Il est donc apparu que nous étions face à des dysfonctionnements de la gouvernance qui dépassaient largement la révélation de l'inexistence ou de la disparition des stocks de masques. Face à une crise systémique, seule la gouvernance d'État peut et doit être à la manœuvre, parce que ces crises exigent la mutualisation des capacités, exigent d'édicter des règles de limitation des libertés publiques et de rassembler des compétences économiques, sociales, politiques qui sont dispersées à l'heure actuelle entre différents représentants de la puissance publique. Or, nous nous trouvons devant un État qui a une trop faible légitimité. On n'oublie pas que Emmanuel Macron n'a rassemblé que 24% des voix à l'élection présidentielle. Elle souffre, cette légitimité de l'État, d'un appauvrissement continu face à des collectivités territoriales qui ont vécu dans l'aisance et un clientélisme inatteignable pour l'État, pendant que cet État a été rendu obèse dans son action par des réglementations, des procédures, des contrôles et une demande sociale continue, exponentielle en croissance, qui lui fait renoncer aux mesures de long terme. Je me suis demandé
qu'aurait-on dit, qu'auraient dit les Gilets jaunes si on avait dit écoutez, on va prendre sur les 17 milliards de dispositions qui ont été dictées après votre mouvement pour en consacrer 2 à l'achat de masques et de respirateurs. Je ne sais pas si le gouvernement aurait rencontré un franc succès. Donc, ceci s'est accompagné d'une sacralisation continue d'efficacité supposée des collectivités territoriales. Celles-ci, dans cette crise, se sont révélées souvent contre-productives dans des actions dispersées, peu coordonnées. Personne n'a su qui faisait quoi et les achats désordonnés de masques et de matériel en sont presque la caricature parce qu'il fallait faire quelque chose et il fallait faire quelque chose en étant dans un désordre complet. On apprend par exemple que c'est les régions qui doivent s'occuper du stock de masques dans les établissements d'accueil des personnes âgées qui sont par ailleurs sous la responsabilité des collectivités départementales. C'est pour cela que les questions de gouvernance vont être au premier plan si on veut vraiment voir ce qu'il convient, les leçons qu'il convient de tirer de la crise, et non seulement tirer des leçons, mais en imaginant de nouveaux modes d'action. C'est en cela que j'appelle à des structures de gouvernance dormantes, mais non pas endormies, car elles doivent être particulièrement vigilantes. Et si vous voulez bien, Philippe, nous y reviendrons sans doute à travers les questions des unes et des autres. D'accord. Béatrice Gibelin. Oui, je vous trouve sévère, Roselyne, dans votre diagnostic. Est-ce que sur cette demande d'État, je trouve que d'une certaine façon, l'État est resté très, très présent. Moi, je fais une analyse, en fait, que la France et que les Français ne sont demandeurs de décentralisation, au fond, que dans le discours. Puisque dès qu'il y a un problème, c'est vers l'État qu'on se retourne. Et si les élus régionaux demandent plus de pouvoir, je ne suis pas sûre que l'ensemble de nos concitoyens soient très demandeurs d'une très, très forte décentralisation. Je prendrais simplement la police ou l'éducation nationale. L'idée qu'on pourrait faire l'éducation au niveau régional soulève aussitôt un tollé d'opposition. Et je trouve que s'il y a eu des ratés, on y reviendra sûrement, la rapidité avec laquelle, au fond, le système de santé s'est adapté à une situation impensée, imprévue, dans sa rapidité de son aggravation, moi j'ai été assez stupéfaite. On parle d'un plan blanc, alors est-ce que c'est le résultat du plan blanc? Je ne sais pas, mais vous savez peut-être nous éclairer là-dessus. J'ai été stupéfaite par l'adaptation des hôpitaux, où on a doublé, parfois triplé le nombre de lits, de réanimation. Alors on vante évidemment l'engagement du personnel soignant et au-delà, mais j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Et peut-être qu'il en est de même en Italie. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément la même chose dans un État comme celui des États-Unis. Donc, je voudrais m'interroger. Moi, j'ai l'impression que l'État n'a jamais véritablement lâché la bride, sauf peut-être sur les masques, mais on y reviendra peut-être, parce que la question que je me pose, c'est pourquoi les hôpitaux n'avaient fait aucun stock de masques, ce qui était parfaitement dans leurs compétences. Roselyne Bachelot. Je suis d'accord avec vous, Béatrice. Je ne pense pas que l'État a démérité dans cette affaire. Il a fait au mieux dans le processus d'affaiblissement qu'on lui a imposé. Et finalement, pour qu'il soit totalement efficient, ce qui lui manque, c'est la confiance, car dans les crises, il ne suffit pas de mesures techniques, il faut aussi une adhésion de la population et une adhésion de l'opinion publique. Et les coups de boutoir répétés qui ont été imposés à l'État, y compris dans cette crise, avec un discours absolument insupportable des uns et des autres, qui commence à dire
Je ne voudrais pas faire de polémique et l'heure n'est pas à la polémique. Et puis immédiatement de sauter les deux pieds dedans de la polémique, un petit peu sur le mode de ces gens qui au début d'un discours vous disent je serai bref et qui vous imposent un truc qui dure des plombes. Donc là, il y a véritablement une question de confiance dans l'État, dans l'honnêteté de l'État, dans la vérité de sa parole, la véracité de sa parole, qui est véritablement un vrai problème à la gestion de crise. Vous avez raison de saluer la remarquable réactivité de notre service de santé, mettant en pièces d'ailleurs au passage une sorte d'antienne récurrente sur le délabrement du système hospitalier en France. Cette affaire-là a véritablement été contournée, mise en pièces, oui, parce qu'il s'est passé. Alors bien sûr, la remarquable réactivité de nos soignants, ça c'est tout à fait évident, et je fais partie des gens qui se mettent à leur fenêtre le soir pour les applaudir. Mais si sous le coup de l'émotion, on se contente en sortie de crise, à déverser de l'argent public mérité sur l'hôpital public, sans réfléchir à l'organisation globale de notre système de santé, la prochaine crise nous retrouvera nus comme elle a risqué de le faire dans cette crise. Le système hospitalier est embolisé par des charges indues. Vous avez raison de noter que devant cette urgence imposée par des charges indues, des missions cardinales ont été oubliées car vous avez raison, c'était aux hôpitaux de constituer les stocks de masques et il y a dans ce domaine la non-préparation également d'une réserve opérationnelle a conduit à des désordres hospitaliers sous le choc d'un bénévolat tout à fait altruiste mais mal construit. La médecine de ville s'est trouvée désarmée parce qu'une fois de plus, l'organisation tuyau d'orgue du système de santé a prévalu et le médico-social a été abandonné au motif qu'apporter des bouteilles d'évian et de faire des pièces rafraîchies suffirait à affronter les crises sanitaires. Nicolas Bavrez. C'est vrai que quand on regarde cette crise, le système de soins tient remarquablement. Et en revanche, on s'aperçoit qu'il y a quand même du côté de l'État une véritable défaillance, surtout si on compare avec les pays étrangers, notamment les démocraties d'Asie. Donc, si on essaye de regarder ce qui s'est passé à Taïwan ou en Corée du Sud ou à Singapour, on s'aperçoit qu'il y a eu ce qui a fait que ces États ont tenu, c'est plusieurs choses. D'abord, une réaction très rapide, l'anticipation. À Taïwan, le plan a été mis en place 21 jours avant que le premier cas ne soit déclaré sur l'île. Ensuite, le déploiement de moyens de protection massifs, non seulement pour les soignants, mais pour l'ensemble de la population, les masques et puis bien sûr le dépistage systématique et les tests. Ensuite, le traçage numérique, mais aussi, ce qu'on oublie souvent, la protection de l'anonymat des malades pour éviter tout problème, la gratuité des soins et puis le civisme de la population. Et ceci a permis, par exemple, dans un État comme la Corée du Sud, d'avoir un nombre de victimes très limité et en même temps de ne pas fermer les frontières et de ne pas recourir au confinement. Donc j'avais deux questions pour Roselyne Bachelot. La première, c'est comment est-ce qu'on a complètement oublié ce risque de pandémie alors qu'il a été pointé par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, alors qu'il était aussi sur les rapports sur les grands risques de la CIA en 2009. Il a aussi été pointé par la Banque mondiale de 2012. Et ma deuxième question, c'est, à la lumière notamment de cette meilleure gestion en Asie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer à la fois d'éviter de se refaire piéger, mais en même temps de ne pas traiter la crise d'avant, c'est-à-dire de ne pas tout mettre en place pour traiter la crise du coronavirus, alors que la prochaine sera nécessairement différente. Roselyne Bachelot. Alors, il ne faut pas oublier, quand on cite les exemples singapouriens ou de la Corée du Sud, que la crise n'est pas finie.
qu'elle est loin d'être finie, que ces pays peuvent être frappés par une résurgence, une réapparition de la pandémie, et on le voit en particulier à Singapour. Donc il est encore un peu trop tôt, et pour crier victoire, et pour ériger les uns et les autres comme modèles. Ils avaient de l'avance sur nous tout simplement parce qu'ils ont subi déjà des crises épidémiques, respiratoires aiguës, puisque, on le sait, les crises épidémiques sont en général des crises à pathologie respiratoire, les crises qui nous guettent. On voit qu'ils ont d'abord subi le SRAS, et pour la Corée du Sud, le MERS, puisque après l'Arabie Saoudite, enfin le Middle East Respiratory Syndrome, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, puisque la Corée du Sud a été le deuxième pays frappé par le MERS en 2012. Donc il y a une culture de l'épidémie respiratoire, alors qu'à contrario, chez nous, nous avons eu le sentiment que ce genre d'épidémie était une épidémie pour pays lointains, parfois même sous-développés, et que, en quelque sorte, les épidémies venaient se fracasser à la frontière des pays occidentaux dotés de systèmes démocratiques parfaitement élaborés et de systèmes sanitaires haut de gamme. Cela a eu une deuxième conséquence pour des pays comme la Corée, c'est qu'ils ont pu, à partir du coronavirus, puisque il ne faut pas oublier que ces deux épidémies étaient des épidémies à coronavirus. Ils ont pu développer en particulier des systèmes de tests, des systèmes industriels de tests, parce qu'ils avaient le matériel génétique, le matériel viral qui leur permettait de préparer ces tests alors que nous ne les avions pas. Et puis, vous avez eu raison de pointer une habitude culturelle de protection, de démarche altruiste des populations qui évitent de cracher et de postillonner à la figure des gens quand ils sont malades. Tant mieux, je suppose, j'aimerais bien édicter une loi qui empêcherait qu'on s'embrasse finalement, sauf dans des désordres amoureux consentis. Finalement, ce serait aussi bien. Non, mais je plaisante là. Et donc, on voit que je veux bien qu'on édicte le modèle de la Corée ou de Singapour ou d'autres. Je veux qu'on les mesure, à l'aune de l'histoire et à l'aune de la culture. Oui, mais Roselyne Bachelot, Nicolas a parlé du rapport sur la défense de 2008. Oui, vous avez raison, je n'ai pas répondu à cela. Alors, oui, vous avez raison de dire que tout cela était préparé. Nous avons baissé les armes. Nous avons baissé les armes sans doute suite à la pandémie H1N1. Nous avons eu la chance qu'elle se soit noyée dans les limbes des circonvolutions des virus qui sont, comme vous le savez, facétieux, pour reprendre l'expression d'un éminent infectiologue épidémiologiste, et il se passera d'ailleurs peut-être la même chose dans quelques semaines avec le coronavirus, même si les myxovirus n'ont rien à voir avec le coronavirus. Et nous avons le bashing extraordinaire, les insultes, les injures et les moqueries dont j'ai été l'objet ont sans doute installé dans l'esprit des gouvernants que le risque politique d'en faire trop était supérieur au risque politique de n'en faire pas assez. Lucille Schmitt. Oui, cette interrogation sur le rôle de l'État est assez passionnante parce que je trouve que depuis le début de cette crise, on passe son temps à se demander aussi est-ce que l'État c'est nous? Parce que moi, il me semble qu'il y a aussi une mobilisation de la société. Ça a été dit, mais des solidarités nouvelles entre médecine de ville, hôpital, entre soignants. Il y a aussi évidemment cette manifestation, une forme d'héroïsme de tous ceux qui vont au travail pour les activités de première nécessité. Donc il y a aussi ce sentiment que le sujet n'est pas seulement celui de l'État, mais au fond aussi d'une mobilisation dans une période de crise qui oblige à repenser qu'est-ce que l'État, est-ce que l'État c'est pas nous par exemple, la question du gouvernement, la question de la décentralisation. Donc tout ça, Roselyne, vous disiez c'est la gouvernance, mais c'est cette gouvernance en période d'urgence et de crise. Et la question c'est est-ce que ça entraîne une restructuration, c'est le jour d'après,
lorsqu'il s'agira de mettre en place des gouvernances plus efficaces. Donc moi, j'avais en fait deux questions. D'abord parce que l'État, on ne peut pas seulement dire que c'est certes, c'est l'urgence de la crise, mais c'est aussi les compétences économiques et sociales, parce que je trouve qu'à mesure que le confinement se poursuit, on voit bien que la question des inégalités ressurgit énormément sur le devant de la scène. Tout ce qui a été dit sur l'état de la Seine-Saint-Denis, par exemple, où il y aurait plus de contamination. Et il y a un début de débat sur le fait que c'est pas dû au confinement, et c'est sans doute dû à une situation avant confinement, mais qui traduit au fond un confinement qui existait déjà dans les logements, qui existait dans la promiscuité, dans les difficultés sociales. Et puis la deuxième question que je voulais vous poser, c'était par rapport au déconfinement, parce que là on parle de gouvernance comme si on avait le temps devant nous, mais on voit très bien qu'avec la perspective d'un déconfinement qui est aujourd'hui explicitement évoqué par le gouvernement, par Édouard Philippe, par Olivier Véran, le sujet, c'est justement quelle sera la gouvernance de ce déconfinement, comment est-ce qu'on va faire, parce qu'on sait bien qu'il va falloir mettre en œuvre des choses qui, au fond, peuvent s'apparenter à ce qui s'est passé en Corée du Sud, que vous évoquiez, ou peut-être à ce qui se passe en Allemagne sur les tests massifs. Mais en tout cas, le déconfinement va mettre tout de suite à l'épreuve justement cet État sur la capacité à organiser un processus, à travailler de manière régionale, à travailler peut-être sur les tranches d'âge. Et donc là, on est face à mon avis, le test grandeur nature sur est-ce qu'on peut retrouver la confiance dans l'État, dans le gouvernement, dans les acteurs publics. Roselyne Bachelot. Alors, les questions, Lucille, sont évidemment très diverses et elles justifieraient à elles seules une émission. Chacune nécessiterait une émission. D'abord, vous avez raison de souligner que toutes sortes de travailleurs ont retrouvé du sens et de la dignité dans leur travail. Le travail a trop souvent dans notre société été considéré comme valorisant seulement pour des élites, des professions intellectuelles, et d'autres étaient en quelque sorte les oubliés de cela, les honteux de ce monde du travail. Des éboueurs ont réalisé qu'ils étaient aussi utiles que des infirmières, et c'est tout à fait remarquable. Vous avez ensuite parlé d'une chose qui me paraît alors vraiment tout à fait essentielle, c'est la question des inégalités. Cette affaire va nous sauter à la figure en sortie de crise et d'ores et déjà maintenant. Je suis absolument terrifiée par la montée des inégalités dans le système scolaire, dans la scolarisation, que cette affaire va entraîner. Nous sommes déjà dans un système qui secrète des inégalités. Les différents traitements, les différents classements internationaux l'ont pointé, même si on peut discuter tout à fait de la méthodologie. Le constat, nous le voyons sur le terrain. Le fait que pendant plusieurs mois, les élèves vont être avec comme professeurs leurs parents, on imagine tout de suite la catastrophe que ça va être pour les plus défavorisés d'entre nous. Je pense que cela suscitera des révoltes, des frustrations qu'il conviendra de gérer. Et si nous ne réfléchissons pas collectivement à un rattrapage massif de ces populations abandonnées, elles ont été abandonnées de fait, pas par une volonté politique, mais par la nécessité de cette crise. Si nous ne mettons pas ça dans notre logiciel de sortie de crise, nous allons vers des déconvenues massives. Le troisième élément que vous avez évoqué, c'est une nouvelle organisation de l'État. C'est qu'est-ce qu'il faut revoir. Parlons de la crise sanitaire d'abord et de ces structures dormantes qu'il faut revoir. Alors attention, je suis tout à fait opposé à édicter des cathédrales ou plutôt des plans en brodequin d'acier qui sont contre-productifs. Nous l'avions fait pour la grippe H5N1, ce qu'on appelle la grippe aviaire, la H1N1 étant une grippe porcine, qui se sont révélés tout à fait inadéquats, enserrant l'action publique dans un lit de Procuste.
l'État doit garder son rôle de chef de file incontesté des crises pandémiques. Il doit développer des outils opérationnels à la fois statiques et évolutifs. Je suis évidemment pour la reconstitution de l'EPRUS, de l'établissement de préparation et de réserve de l'urgence sanitaire, avec les moyens qui étaient les siens en 2011. Et il faut absolument le remettre en route. Je dis quelque chose de statique, c'est-à-dire gérant les stocks de préparation et de précaution, mais aussi constituant une réserve sanitaire opérationnelle. Je souhaite que l'on demande aux professionnels de santé de se préparer aux gestions, à être en supplétif du système de santé, une sorte de service sanitaire qui, je sais pas, ce serait à fixer en débat avec les professionnels de santé, un service sanitaire obligatoire qui nous permettrait de rester opérationnel sur ces sujets, des systèmes de préaffectation pour être modelés évidemment selon les nécessités, de préaffectation de ces personnels de santé sur des organisations et bien sûr des structures dormantes de cabinets médicaux pour affronter la crise, car le système actuel d'organisation de la médecine de premier recours est absolument inefficient pour affronter des crises, pour affronter par exemple la campagne de vaccination qui surgira dans quelques mois. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un vaste chantier qui a été ouvert. Moi, j'ai un peu tendance à faire, comme je crois beaucoup d'entre vous, la distinction entre l'action immédiate depuis quelques semaines des pouvoirs publics, c'est-à-dire à la fois du gouvernement et des administrations et l'ensemble des personnels de santé, la distinction entre cette action et les carences à plus long terme de l'État. Je crois que sur le premier point, il y aura certainement des choses à dire rétrospectivement, mais ce qui frappe plutôt, c'est quand même l'extraordinaire mobilisation et détermination d'un certain nombre de gens à tous les niveaux pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, avec évidemment, pour les raisons qui ont été indiquées, souvent des moyens extrêmement inadéquats, comme l'absence de masques, l'absence de tests, etc. Mais on voit en revanche que les moyens considérables qui sont mis à la disposition de l'État, des agents de la puissance publique, considérables, puisque nous sommes quand même à 56%, je crois, du PIB de dépenses publiques, à plus de 45% de prélèvements obligatoires. Tout ça est énorme. C'est ce que le président Macron a appelé, d'une expression juste, même si elle ne devait pas être popularisée comme elle l'a été, un pognon de dingue. Eh bien, on voit bien que là, le compte n'y est pas. On voit bien que l'État n'est pas en mesure d'agir pour des raisons sans doute très profondes, qui ne tiennent pas simplement aux insuffisances des gouvernants et à l'indolence supposée des fonctionnaires, mais aussi aux attentes d'une opinion publique qui a des exigences extrêmement précises, extrêmement ciblées et qui ne sont pas forcément les bonnes. Je crois que nous avons affaire à une triple carence, une carence d'anticipation. On n'analyse pas, on ne regarde pas avec exactitude les défis que nous sommes amenés à relever. Il y a que l'armée qui fait à peu près des travaux de programmation, pas toujours parfaits, mais enfin, elle a le souci quand même de se situer avec quelques années d'avance. Là, on voit bien que nous sommes passés des phares aux lumières, aux lanternes, et on n'éclaire plus l'avenir. On voit bien aussi qu'on ne fait pas l'investissement, le détour d'investissement qui consiste à prendre de l'argent aux gens maintenant pour l'affecter dans des usages qui seront rentables demain. Et enfin, le tri, la hiérarchisation rationnelle et non pas émotionnelle des besoins. Face à tout cela, nous avons au contraire une espèce de saturation du débat public par, d'une part, des demandes instantanées
individualistes auxquels les Gilets jaunes en étant un exemple caricatural, auquel il faut répondre sous peine d'avoir affaire à des troubles sur la voie publique, ce qui est quand même embêtant. On a donc d'une part cette demande immédiate et d'autre part une incapacité donc à tamiser les besoins en fonction de ce qui est vraiment nécessaire. Roselyne Bachelot. Oui, je partage alors à 1000% le diagnostic qui vient d'être fait par Jean-Louis Bourlange. Carence d'anticipation, carence d'investissement, carence de hiérarchisation dans les besoins qui privilégie l'immédiateté, la demande de certains qui défilent dans les rues et qui peuvent éventuellement casser un certain nombre d'équipements publics. Tout ça d'ailleurs est totalement lié et retentit les uns sur les autres. Tout cela dans un état tel Gulliver mis au sol par les technocrates lilliputiens, c'est-à-dire un état obèse dans ses réglementations, ses procédures, ses contrôles. On l'a vu dans l'achat de masques, non pas dans la déperdition des masques qui s'est avérée à partir de 2013, mais dans ce qui s'est passé dans les achats de masques, là actuellement, où la multiplication des donneurs d'ordre, le fait qu'on a refusé des commandes parce qu'elles n'étaient pas strictement aux normes ENNR 24782 édictées dans le sous-bureau de l'administration machin chouette de Bercy, au motif de protéger le consommateur. En parlant de protection du consommateur, Zazie aurait dit un gros mot que je reprendrai volontiers. Mais en même temps, si vous extrayez des règles des marchés publics, ce qui est absolument une nécessité, vous risquez d'avoir Anticor qui va venir vous tancer, vous mettre devant les tribunaux, et vous allez finir dans la rue Château des Rentiers, auditionné par qui vous savez, pour finir devant la Cour de justice de la République. Donc, la puissance publique et les représentants de cette puissance publique sont dans un état non seulement d'être ligotés par ces injonctions technocratiques, mais absolument sidérés par le risque qu'ils prennent quotidiennement en s'en abstrayant au service des concitoyens. Alors, pardon, je donne dans l'ordre la parole à Béatrice Gibelin. Oui, ce que vous venez de ressoulever l'un et l'autre, c'est le problème de la confiance et de la légitimité de ce qu'on appelle l'État, ou de ses hauts fonctionnaires, ou de ceux qui sont en charge de la gestion de la logistique, des achats ou autres. Si il y avait la confiance, à ce moment-là, la menace qu'on voit avec des associations comme Anticor, ce que Roselyne vient d'évoquer en disant « Oh là là, on ne se lance pas parce que les risques seraient trop grands, on se sera vite trouvé attaqué ». On revient donc sur la question de la confiance. C'est-à-dire que si on avait des concitoyens qui étaient dans un rapport confiant avec son État et ses représentants, comme ils avaient perdu d'ailleurs confiance envers les enseignants, et comme il semblerait qu'ils seraient en train de découvrir les caractéristiques de ce métier et qu'au fond, on peut peut-être faire un peu confiance aux enseignants pour un certain nombre de choses. Comme on découvre qu'au fond, cet hôpital dont on nous avait dit que plus rien ne marchait, au fond, dans une situation de crise, il n'arrive pas si mal que ça à faire face. Donc, je crois que cette question-là est tout à fait importante. Si on revient sur le problème de la confusion qu'il y a eu dans les commandes de masques, la réorganisation d'un certain nombre d'instituts, dont l'organisation, par exemple, mise sur pied par Roselyne Bachelot, qui était les Prusses, dans un nouvel organisme qui s'appelle Santé publique France, qui
a eu sans doute du mal à fusionner trois instituts différents, qui n'a pas été, j'allais dire, compétent, parce que je pense qu'il y a eu vraiment quelques retards de sa part pour répondre à ce besoin. Mais je voudrais quand même redire que c'est un virus, vous l'avez dit, facétieux. Moi, j'aime bien le terme de facétieux, mais je trouve que ce virus-là, il n'est pas très facétieux. Et sa méconnaissance, puisqu'il est tout nouveau, on ne sait pas exactement comment il agit, et avec des effets asymptomatiques ou différents types de symptômes. Enfin, c'est quand même très compliqué de réagir face à ça là-dedans. Et puis, sur le problème de notre organisation, moi, je voudrais revenir quand même sur l'ancienneté des problèmes qu'on a vis-à-vis de la santé publique dans ce pays. A-t-on jamais eu véritablement une politique de santé publique? J'ai l'impression que non. Alors, sur cette question, Roselyne Bachelot, sur ces deux questions. Alors, vous avez raison de dire que quand on a fondu les Prus, établissement de la réserve et d'urgence sanitaire, dans Santé publique France, aux côtés de l'Institut national de promotion et d'éducation de la santé et de l'Institut national de veille sanitaire, on a mélangé les poireaux et les carottes. On ne peut pas mélanger des institutions qui sont en charge du quotidien, c'est-à-dire les gens qui font les campagnes pour la sécurité routière, contre le tabagisme, contre l'alcool, pour les conduites sexuelles non à risque, ou les gens qui font les bulletins d'épidémiologie hebdomadaires, avec des gens qui se projettent dans le long terme. Et on voit les limites d'une mutualisation mal comprise et mal engagée, quand évidemment soumis aux injonctions du quotidien, la Santé publique France a privilégié l'urgence, la demande, là où la demande sociale était la plus forte, et elle a abandonné les questions d'urgence sanitaire, les mal nommées urgences sanitaires qui n'intéressent personne. Moi, j'ai vu défiler personne dans les récents mouvements qui ont agité l'hôpital. Moi, je n'ai pas vu une pancarte demandant des respirateurs, je n'ai pas vu une pancarte demandant des tests, je n'ai pas vu une pancarte demandant des masques. Personne. Dans les médecins, petits, grands, politiques d'opposition, rien. J'ai vu personne le demander. Alors, la deuxième question que vous posez, elle est directement corrélée. C'est une politique de santé publique. Mais les politiques de santé publique, justement, leur principale caractéristique, c'est que leur but, leur sacralisation, leur résultat sera que rien ne se passe, ou que tout se passe au mieux. J'ai une crainte en sortie de crise, puisqu'on a décidé de lâcher les rênes budgétaires. Je pense, et ce sera justifié, il n'y a pas dans ce que je vais dire la moindre aigreur, mais je crains que beaucoup d'argent se déverse sur l'hôpital sans justement penser la santé en termes de santé publique, en termes de prévention, c'est-à-dire d'installer une médecine de premier recours qui soit vraiment une médecine qui prenne en compte toutes les questions d'éducation thérapeutique, de prévention des risques, qui donne du temps à cette prévention, et l'installation à côté de la médecine libérale d'une médecine salariée qui pourrait mailler le territoire de façon optimisée. Et je vous garantis, je connais les lobbies qui vont être à l'œuvre, c'est pas gagné. Lucile Schmitt. Oui, moi je trouve que tout notre débat sur cette question de la confiance et de la manière de mieux organiser les politiques publiques par rapport à cette situation qu'on est en train de vivre pose directement la question des modalités concrètes du principe de précaution qui, il faut s'en rappeler, vous l'avez dit Philippe tout à l'heure, est inscrit dans la Constitution, mais qui a été régulièrement contesté, y compris par des politiques de premier rang, et dont je ne suis pas sûre que la société française ait bien compris comment est-ce qu'il
peut réellement être mis en œuvre, si ce n'est en ne faisant pas. Or, dans le cadre de cette pandémie et dans ce qu'on vit dans ce confinement, on voit bien que le principe de précaution, c'est d'abord une manière, pour revenir à la question de la gouvernance, une manière d'agir, une manière de s'organiser en ayant en tête l'incertitude et une forme de vision de l'avenir. Et là-dessus, ce que je trouve très intéressant, et c'est là que je voulais vous entendre, Roselyne, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour introduire au sein des processus cette question du rôle des scientifiques, alors particulièrement des médecins bien sûr, mais aussi des scientifiques de manière plus générale, sachant que premièrement, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Deuxièmement, ce qu'on apprend au fur et à mesure de ce processus étonnant qu'on vit, c'est qu'il faut donner un temps à la recherche scientifique et en même temps qu'il faut accélérer ce temps face à l'urgence sanitaire et au risque de vie et de mort. Et donc, comment est-ce qu'on articule ces temps politiques et ces temps scientifiques et comment est-ce qu'on fait aussi pour faire en sorte que le débat entre scientifiques permette de donner à la décision politique, je dirais, plus de légitimité et pas moins de légitimité, parce que la façon dont un certain nombre de politiques de niveau national sont intervenus pour dire il faut suivre le professeur Raoult ou pas, tout ça a donné le sentiment que, au fond, chacun avait son scientifique et que l'instrumentalisation des scientifiques est aussi un risque par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on... Roselyne Bachelot. Alors, il faut peut-être revisiter ce qu'a été l'inscription, non pas des principes, et en particulier des principes écologiques, des principes en particulier de précaution dans la Constitution. En fait, ça n'a pas été inscrit dans la Constitution, ça a été adossé à la Constitution, ce qui, dans la hiérarchie des normes, n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand on regarde la façon dont cela a été inscrit, le principe de précaution, enfin les 4 principes, c'est-à-dire qui résultent de la remontée dans la charte de l'article 110 du Code de l'environnement, c'est le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de réparation, autrement dit le principe pollueur-payeur, le principe d'éducation et d'information. On voit que tel que cela a été rédigé, ça ne concerne que les questions environnementales, ça ne concerne absolument pas les questions sanitaires. Et c'est sans doute là, et je suis la ministre de l'écologie qui a mené les travaux d'inscription de ces principes dans la charte de l'environnement, je n'ai plus que constaté une lutte, mais sanglante de l'ensemble des acteurs économiques, relayés par les députés de gauche comme de droite, contre ces principes et contre le principe de précaution. Alors on dit que le principe de précaution a empêché l'action publique. Moi je trouve que l'inscription n'a rien empêché du tout. Le principe de précaution a été foulé aux pieds, il a été moqué comme empêchant la France de développer l'économie comme elle l'aurait dû. On est traité de précautionniste quand on met ces principes en avant. On voit des revues et des gazettes dédiées à l'économie qui foulent aux pieds ce principe de précaution avec ardeur, alors que quand on regarde, cela fait maintenant 15 ans que le principe de précaution est donc adossé à la Constitution dans sa version écologique. Il n'y a pratiquement pas de jurisprudence qui se soit établie sur ces principes. Maintenant, il s'agit de ne pas confondre prendre des précautions et principe de précaution, parce qu'il me paraît, dans le cas précis de ce qui nous arrive avec la pandémie de coronavirus, que c'est plutôt le principe de prévention qui est à l'œuvre que le principe de précaution. On doit prendre des précautions pour mettre à l'œuvre le principe de prévention. Et c'est ça qui compte, et c'est sans doute sur le plan juridique la confusion qui est souvent commise, et on en réarrive, on boucle la boucle avec la question de santé publique et des déficiences de la santé publique. Il suffit de regarder d'ailleurs comment
et baptisé notre prise en charge sociale de la santé, elle est prise en charge par une caisse nationale d'assurance maladie. On assure la maladie et il faut être malade pour bénéficier de la solidarité. Quand vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas en quelque sorte éligible aux questions à la solidarité collective. Derrière les mots, derrière la sémantique, il y a des sens qu'il faut bien comprendre. Et c'est sans doute un changement de paradigme dans ce domaine que nous sommes invités. Nicolas Bavrez. Je voulais poser deux questions à Roselyne Bachelot. La première, c'est de savoir quelle est son opinion sur l'utilisation du terme de guerre sanitaire. Parce que pour moi, ce que nous vivons, c'est tout sauf une guerre et je crois que ça crée beaucoup de confusion. Et que le terme de guerre sanitaire est tout aussi inapproprié que la guerre contre le terrorisme, la guerre contre la drogue ou la guerre culturelle. Pourquoi ? Parce que je crois que la crise que nous traversons, c'est d'abord une crise civile. Il s'agit de soigner les gens et non pas de combattre un ennemi extérieur. Et que la solution, ça n'est certainement pas de militariser la société ou l'économie, mais à l'inverse, de préparer tous les acteurs de l'économie et de la société à intégrer un nouvel environnement qui soit davantage sécurisé. Et ma deuxième question porte sur cette notion qui est apparue avec la loi du 23 mars 2020 de l'état d'urgence sanitaire. C'est un nouveau régime d'exception qui donne au Premier ministre une capacité pratiquement illimitée de porter atteinte à toute une série de libertés publiques sans pratiquement aucun contrôle du Parlement ou du juge. Et je ne suis pas certain, là encore, que ce soit la bonne solution. Quand je regarde les pays qui réagissent le mieux à cette crise, et il n'y a pas seulement les pays asiatiques, il y a aussi l'Allemagne, aucun de ces pays n'a mis en place un nouvel état de circonstances exceptionnelles. Roselyne Bachelot. Oh, je ne battrai pas Nicolas Bavrez sur le terme de guerre sanitaire. Je pense ce mot a été utilisé pour exprimer plutôt l'état de mobilisation de la société face à cette affaire, face à ce drame qui nous arrive, qui secoue la société, qui dit mobilisation. C'est sans doute de se préparer à la guerre, même si sur le fond du débat, je suis d'accord avec vous sur ce que ça exprime. La restriction aux libertés publiques, elle est constitutive de la stratégie qui a été choisie par la France. Elle n'a pas d'ailleurs été seule à choisir cela. On débattra, in fine, sur les résultats des uns et des autres. On va regarder avec intérêt ce qui va se passer aux Pays-Bas, ce qui va se passer en Suède, qui n'ont pas choisi les mêmes modalités que la France. Ce sont des pays aussi différents qui peut-être accepteront sans contrainte d'observer un certain nombre de règles de précaution ou de prévention plus exactement. Je doute quand je vois le relâchement qui existe dans notre pays sur ce week-end ensoleillé. Je doute que la conviction arrive à un résultat très efficient. Je voulais ajouter quelque chose sur le déconfinement à ce propos. Le déconfinement va être une opération extraordinairement compliquée. Et il faut vraiment retrouver une façon, si on veut que ce soit accepté. Le confinement, c'est facile. C'est comme d'éteindre et d'allumer la lumière dans une pièce. Le déconfinement, c'est, tout le monde l'a compris, une opération, un processus qui va s'étager sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des restrictions, des discriminations, des différenciations qui vont être majeures, qui vont être très difficiles à comprendre, qui vont secréter un sentiment d'injustice. Pourquoi lui, il a le droit de faire ceci et pas moi? Quand le Premier ministre a dit les plus de 60 ans, je me suis dit, mince, j'en ai pris plein la figure. Je me suis dit, ça y est,
les plus de 60 ans, nous, on va avoir droit à un régime qui ne sera pas celui du gars qui aura 59 ans. C'est quand même pas de chance hein, de vivre comme cela. Alors, j'ai regardé avec attention la nomination de Jean Castex. Jean Castex, il faut aussi lui donner une couleur. Jean Castex, pour rappeler Roselyne Bachelot qu'il est chargé d'étudier, de près figurer le déconfinement. Voilà, exactement. C'est un haut fonctionnaire que j'ai bien connu puisqu'il a été conseiller social de Nicolas Sarkozy avant de devenir secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et c'est un homme d'une grande capacité. Il a l'énorme avantage d'être maire d'une commune de 6000 habitants dans les Pyrénées-Orientales, ce qui fait que c'est à la fois un haut fonctionnaire qui connaît très bien le terrain, ce qui est assez rare pour être noté. Je souhaite qu'il ait quelque part, enfin, un statut, peut-être celui de haut commissaire, qui lui permettrait de rendre des comptes devant l'Assemblée, devant le Parlement, devant la représentation nationale en continu. S'il se contente d'être un haut fonctionnaire qui agit et qui laisserait le politique pur rendre compte de son action, je trouverais ça extrêmement dommage. Je trouve qu'il conviendrait d'ores et déjà d'upgrader la dénomination et la fonction de Jean Castex pour la réinscrire dans un fonctionnement démocratique des institutions. Jean-Louis Bourlanges. Oui, Monsieur Castex, on avait envisagé qu'il exerce des fonctions ministérielles importantes, je crois, au moment du départ du ministre de l'Intérieur. Je voudrais poser à Roselyne Bachelot deux questions, une sur le passé et une sur l'avenir. Sur le passé, moi j'ai l'impression que ce que nous ressentons les uns et les autres dans les carences de l'État, j'ai l'impression que ça tient pour ma part à une dénaturation en profondeur du débat public. Je ne sais pas si Roselyne pense comme cela et si c'est une des raisons pour lesquelles elle a pris une sage distance que j'envie parfois avec l'action politique directe, mais j'ai l'impression qu'au cours des dernières années, le débat public, la part du débat public consacrée à l'expression de demandes, de besoins légitimes d'ailleurs, et tout à fait légitimes, mais n'appelant pas en réalité à une réflexion, à un arbitrage en termes d'orientation politique, a pris une part de plus en plus importante par rapport justement aux grands enjeux qui étaient jusqu'à présent les enjeux principaux des décideurs politiques, qui étaient de savoir s'ils faisaient telle chose ou telle autre. On a été saturé par les demandes très légitimes en matière d'égalité des sexes, en matière de droits des homosexuels, tout un ensemble de réformes sociétales qui, en réalité, ne suscitaient pas de véritables désaccords. Enfin, si, il y avait toujours Zemmour quelque part pour dire des sottises, mais ne suscitaient pas de vrais débats. Et la seule chose qui rentrait dans le débat politique, c'était l'intensité. Est-ce qu'on est assez intensément au service de ces causes, et si on n'est pas au service de ces causes, à ce moment-là, est-ce qu'on doit être et dans quelle mesure on doit être condamné? C'est un débat qui n'est pas un débat de choix, alors que les débats sur la politique économique, la politique militaire, les choix d'organisation du système européen, les choix de l'organisation même du système de santé, tous ces choix qui en fait implique un out, comme disent nos amis allemands, ou bien, et qui appellent de la mobilisation intellectuelle, ont été ignorés. Donc nous nous sommes avancés avec des émotions. Votre question sur l'avenir. Mais nous n'avons pas, effectivement, sur l'avenir. Perdu l'habitude d'un débat politique qui soit un débat de réflexion et de choix. Et sur l'avenir, je voulais poser une question plus brève, rassurez-vous. Je voulais poser une question plus brève à Roselyne. Je vais rassurer quand vous dites que vous allez être bref. Mis à part la question du confinement, les grandes questions de l'après-pandémie seront plutôt des questions, ce que je ne crois pas, des questions concernant l'organisation de la santé, et ne seront pas plutôt des questions relatives à l'organisation générale de la société, de l'économie, de l'éducation, des systèmes de solidarité sociale, quelque chose qui va bien au-delà des problèmes de santé. Roselyne Bachelot.
Sur la première phase du diagnostic, vous avez absolument raison, et la pauvreté du débat politique est navrant. Cette pauvreté n'est pas le fait de la classe politique ou de l'incapacité de la classe politique à la mener, parce qu'on a une classe politique comparée à bien des pays étrangers, plutôt d'un bon niveau intellectuel, peut-être même d'un niveau intellectuel un peu trop élevé, et un peu trop sophistiqué. Donc c'est pas ça, c'est simplement que à chaque fois qu'on tente d'élever ce débat, immédiatement on a des demandes, mais tout ça ne remplit pas mon frigo à la fin du mois. Et c'est vrai aussi, on peut pas se moquer de cela, on peut pas se moquer de cette demande, mais il faudrait réserver un espace à ce débat en imaginant les difficultés. Vous savez, j'ai mené des consultations locales comme élu local sur les grands sujets d'urbanisme, les outils du développement d'une métropole. On organisait des réunions de débat immédiatement, au bout de 5 minutes, après avoir exposé un certain nombre de projets, quelqu'un se levait pour nous parler des crottes de chien. Enfin, tout le monde a connu ça dans la politique, et c'est effectivement une grande difficulté. Alors, la question que vous posez, est-ce que nous sortirons de cette crise par le chemin sanitaire ou par le chemin économique, et même mieux sociétal? Moi, je pense que de toute façon, la question sanitaire va surplomber tout pendant un certain temps. Ça, on ne pourra pas y échapper, et ce n'est que justice. Il y a des gens qui auront travaillé 80 ou 90 heures dans des conditions épouvantables. Il y aura des soignants qui auront laissé leur vie, aussi bien à l'hôpital que dans la médecine de premier recours, que dans les EHPAD. Et la réorganisation du système de santé, l'argent qu'il faudra y consacrer, sera au premier plan. Alors, est-ce que la société va se réorganiser? Moi, j'entends le président de la République qui dit le jour d'avant ne ressemblera pas au jour d'après. Est-ce que finalement, par un immense soupir de soulagement, on se dira finalement on l'a échappé belle et tout peut recommencer comme avant? À cette heure et dans cette journée, Jean-Louis, je suis incapable de répondre. Je crains, hélas, que nous retombions dans les mêmes ornières, mais je n'ai pas emmené mon marc de café sur mon bureau d'où je vous parle, donc je suis un peu démunie. Roselyne Bachelot, nous sommes arrivés au terme de cette émission thématique. Je vous remercie d'y avoir participé. Je regrette que nous n'ayons pas eu le temps, mais peut-être le prendrons-nous pour un autre BADA, de parler de l'aspect politique de la crise, parce que, évidemment, les questions sanitaires et la question de la grippe H1N1 ont peut-être fait passer au second plan le fait que vous êtes une femme politique et pas seulement une ministre de la Santé ou une spécialiste par votre formation de pharmacienne de ces questions-là. En tout cas, merci de votre participation. Nos auditeurs trouveront l'ensemble de nos BADA, puisque BADA il y a. Je rappelle pour ceux qui nous découvrent que nous appelons BADA en suivant le récit de Jean-François Revel qui rappelait qu'à Marseille, dans son enfance, celui qui vendait les cornets de glace était tenu d'offrir un supplément gratuit à ses acheteurs et qu'on appelait ça un BADA. Eh bien, puisqu'il s'agit de suppléments à notre émission du dimanche, toutes ces émissions, quel que soit leur format, tous ces suppléments sont consultables sous l'onglet Les BADA de notre site. Nous avons déjà enregistré avec Richard Verly un court BADA d'une vingtaine de minutes qui est le récit de ce voyage à travers la France du confinement, depuis Mulhouse jusqu'à Marseille en passant par la Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis dont nous parlions tout à l'heure. Voilà maintenant cette thématique sur l'État, la politique sanitaire et sur la sortie et le confinement. J'ai en projet avec François Dufour qui a créé le Petit Quotidien, Mon Quotidien, etc. un BADA sur faut-il en parler aux enfants et si oui, comment, avec Lionel Zinsou, un autre BADA sur l'Afrique, et puis je médite aussi quelque chose sur la situation aux États-Unis et autre chose sur la situation en Russie, mais vous trouverez tout ça
aussi bien sur notre site qu'à travers notre lettre d'information ou à travers ses suppléments.